on y est. Au cirque, il y a un roulement de tambour, mais là, on n'a pas l'orchestre. Donc nous y sommes, les trophées de la croissance verte, qui cette année vont récompenser 4 lauréats, puisqu'il y a 4 prix. Il y a un prix sur le produit innovant, un prix pour les procédés innovants, un prix pour la mutation sociale, écologique et solidaire, et il y a même un prix coup de cœur. Alors je vais me réjouir, parce que moi je suis d'ici, donc quand je sais que c'est une entreprise de Charente qui est récompensée, ça me fait toujours plaisir. On va commencer par le produit innovant. Alors j'ai déjà donné quelques pistes, je donnerai le nom du lauréat tout à l'heure, mais je voulais d'abord qu'on se rappelle de celui qui avait remporté ce prix l'année dernière. C'était la SA Poujoula pour sa solution de distribution d'air chaud et de chauffage au bois. Nous avons une petite vidéo à vous montrer pour vous remémorer l'inventivité du procédé. Cheminée Poujoula est une marque du groupe Poujoula. C'est un groupe français familial au capital familial dont la maison mère est implantée historiquement dans les Deux-Sèvres. Nous sommes acteurs dans 3 métiers, l'industrie, le bois énergie et les conduits de cheminée et sorties de toit métalliques, produits historiques de la marque Cheminée Poujoula. Avec un positionnement de leader sur le marché, nous sommes engagés dans l'amélioration de la performance énergétique caractérisée par une gamme de distribution d'air chaud. Donc avant d'innover et de proposer Alliance, nous avons développé Confort Plus, qui est un système de récupération de calories dans la pièce où est situé l'appareil, quel que soit l'appareil, et en parallèle de la VMC double flux. Le système Alliance est un système de récupération et de distribution d'air chaud d'un poêle à granulés, couplé à une VMC double flux. La grosse innovation, c'est l'amener de calories à travers le conduit échangeur, la bonne répartition de la chaleur dans l'habitat et le fait de préserver la qualité de l'air. Il n'y a pas de consommation d'énergie en plus. Nous faisons la promotion d'une énergie moderne et économique. Le granulé est un connexe de l'industrie du bois. Nous faisons donc la promotion des énergies renouvelables. C'est un produit innovant qui a une inertie de départ. D'un point de vue commercial, pour l'instant, on ne peut pas juger, mais le fait d'avoir reçu le trophée de l'innovation cautionne notre prise de parole. Et grâce à ça, ça nous a aidés. Bien, alors, je le disais tout à l'heure, le lauréat 2015 est une entreprise angoumoisine. Elle s'appelle Palm, elle va changer de nom, je crois. Enfin, son fondateur nous en dira un peu plus tout à l'heure. J'appelle Frédéric Pedro sur cette scène pour recevoir donc, le trophée du produit innovant. N'ayez pas peur, hein, ce qu'il a sur la tête, c'est l'avenir. Donc Palm Studio a été créé en 2010, notamment pour développer un jeu qui s'appelait Hasta la Muerte, imaginé par des étudiants de l'École nationale du jeu vidéo et des médias interactifs. Et puis depuis, ils ont fait une dizaine de jeux, ils ont eu des récompenses internationales pour leur inventivité et pour jusqu'à créer ces lunettes connectées un petit peu étranges. Pour remettre le prix, je vais appeler Jean-François Macaire, donc le président de la région, Jean-François Doré, si vous voulez bien vous avancer pour lui remettre ce fameux globe. Je vais au bowling. Bravo. Par ici, là, pour arriver d'Angoulême. Hein. Et en même temps, il fait peur. Hein. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui me regardent. C'est ça. À travers les lunettes. Bien. Alors, Monsieur Pedro, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi servent ces lunettes que vous avez sur le nez aujourd'hui ? Bien, bonjour à tous. Effectivement, on est passé du monde du jeu vidéo à Angoulême à un monde un peu plus industriel. Depuis 3 ans, on travaille sur lunettes connectées. On était vraiment précurseurs sur ce sujet-là qui va modifier un peu nos habitudes de fonctionnement. Ça va remplacer le téléphone à terme. Et on s'est dit, on veut faire un projet qui va avoir un impact très fort sur le monde et finalement de créer la téléportation. Concrètement, quand vous avez besoin d'une expertise particulière, vous devez vous déplacer, vous essayez d'appeler quelqu'un pour essayer d'avoir la bonne info au bon moment, vous envoyez des photos avec votre téléphone, mais il n'y a rien qui vous permet d'avoir une information en instant T partout dans le monde, et c'est ce qu'on a créé avec ces lunettes. Donc ces lunettes sont équipées d'un système de caméra qui, au moment où je vous parle, est en train de renvoyer l'image en temps réel à qui je veux, et qui peut me donner des informations, me donner des instructions vocales. Moi, j'ai toujours les mains libres,
et ainsi je peux effectuer certaines opérations. Donc l'idée, en fait, c'est de rendre, alors c'est peut-être pas dans un premier temps un outil qui s'adresse au grand public, mais de rendre service en tout cas aux grandes entreprises qui peuvent intervenir dans des points un peu éloignés. On parle de GRDF, je crois, qui teste votre procédé. Alors ça fait 1 an effectivement que GRDF teste la solution et va de plus en plus vers un déploiement national, parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait un retour sur investissement assez important. En fait, vous avez 4 impacts. Vous avez déjà la première chose, c'est la réactivité. Vous avez un problème sur un compteur de gaz ou autre, de manière immédiate, vous pouvez voir ce qui se passe et guider les techniciens à effectuer les bonnes opérations. Le deuxième, c'est que ça démultiplie la productivité. On peut avoir des effets de l'ordre de 500 à 4000% de productivité supplémentaire selon les industries. C'est un outil de transfert de compétences immédiat. Il y a plein d'industries où il faut plusieurs années pour former un jeune à faire certaines opérations. Là, on est dans du compagnonnage en temps réel, et puis ça rend possible ce qui était impossible. Typiquement, c'est difficile d'amener de l'expertise sur un bateau, c'est difficile d'amener l'expertise sur un lieu de catastrophe, c'est difficile d'amener l'expertise même dans un endroit où, même ne serait-ce que la Corse, vous n'avez pas forcément votre entreprise là-bas, ou en Afrique, ça a un impact dans beaucoup d'industries différentes. Tout ce qui est maintenance, construction. On a démarré aussi avec la DCNS, qui a été notre premier supporter finalement, la direction des chantiers navals. Ça peut être l'aéronautique, on a Airbus qui a pris notre solution, mais ça peut aller de plus en plus vers le B2B2C, les assurances. Mais typiquement, quand vous avez un problème avec votre assurance, vous attendez l'expert, je sais pas, dégâts des eaux, ou que sais-je, qui va vous donner une grande plage horaire, et pendant Enfin, cet expert se déplace, il va aller un coup à Angoulême, un coup il va aller à Poitiers, et pendant qu'il est en déplacement, cette personne ne travaille pas. Et on se rend compte que les déplacements sont extrêmement élevés dans beaucoup d'industries, et là, en les supprimant, littéralement, il va pouvoir faire entre 15 et 20 opérations supplémentaires. Et c'est un impact très fort, très risque pour les entreprises, et vu que c'est un impact fort, du coup, on élimine les déplacements, et les déplacements qui, comme on le sait, sont une des causes majeures finalement de la pollution. Alors ça fonctionne à quelques dizaines de kilomètres comme cas de GRDF, puis c'est un impact incroyable. Mais tous ces kilomètres additionnés, on comprend qu'effectivement ça fait moins de véhicules sur la route. Alors toute cette technologie, elle existait avant. Qu'est-ce que Palm a apporté pour créer quelle est votre valeur ajoutée finalement par rapport à tout ce qui existait? Alors aujourd'hui, ce qui existe, comme je disais, c'était soit on s'appelle, soit maintenant on prend des téléphones avec son. Il y avait la Google Glass quand même, la Google Glass qui permet déjà de faire des choses. Alors je reboucle effectivement juste, vous pouvez prendre des photos, envoyer des emails ou autre. Et comment ça arrivé les lunettes connectées? Alors non, on n'est pas constructeur de lunettes connectées, disons qu'on les connaît tous, les Google Glass ou autres. Et elles arrivent petit à petit, et le problème c'est qu'elles ne sont pas tout à fait prêtes. Vous ne pouvez pas acheter une Google Glass, ça ne s'achète pas, c'est pas encore prêt. Certains ont peut-être pu essayer et voir que c'est extrêmement compliqué. Donc, notre valeur ajoutée, elle vient du monde du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a fait un produit, on a modifié des lunettes existantes pour que ce soit extrêmement simple d'utilisation. N'importe qui dans cette salle peut utiliser ce logiciel. Il n'y a qu'un bouton. Vous appuyez sur le bouton On, ça s'allume, ça se configure automatiquement, ça se connecte à Internet tout seul. Surtout si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec la difficulté du matériel. On a rendu le matériel compatible avec le terrain. Vous avez des lunettes de vue, ça fonctionne, ça casse pas, ça dure pas 1 heure d'autonomie comme avec la Google Glass, ça dure 32 heures d'autonomie d'affilée, etc., etc. Et puis une logiciel de super streaming, ça c'est la partie finalement logicielle qui est très importante. On a peut-être tous essayé de regarder de la vidéo à la demande ou du replay sur Internet. Parfois, c'est pas ce qu'on cherche. Parfois, ça s'arrête. Parfois, le son est décalé. C'est extrêmement désagréable. Avec cette solution de super streaming, finalement, ça s'adapter à la qualité de la connexion Internet disponible pour que finalement, GRDF puisse l'utiliser dans des villages de France de 3G à 3G. Merci. Merci à vous. On souhaite une belle vie. Alors, ça s'appelle Expert Téléportation et je crois que c'est comme ça que votre entreprise va se nommer maintenant. C'est ça, Expert Téléportation. Alors, parce que finalement, on est très proche de la téléportation. On peut avoir n'importe quelle expertise, n'importe quand, n'importe où. Donc, heureusement, on n'a pas encore les oreilles pointues, comme dans Star Trek. Merci, M. Pedro. À bientôt. Vous pouvez l'applaudir.
Alors, on va passer à la catégorie trophée des procédés innovants. En 2014, le lauréat s'appelait Dominique Coulot. Je crois qu'il est parmi nous et je vais l'inviter à me rejoindre. Et le temps qu'il monte sur la scène, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous rappeler ce qu'était son procédé innovant. Je créé une société il y a 2 ans pour fabriquer des bineuses. Donc la société s'appelle Dominique Coulot. Alors il faut savoir que le binage peut apporter plusieurs choses. Notamment il y a déjà l'aération de la terre qui favorise le développement de la plante. Et deuxième chose, on peut supprimer environ 50% de pesticides. Cette bineuse, on l'a baptisée Binov, parce que cette bineuse, elle est innovante. Il y a un procédé avec des bielles inversées qui n'existaient pas et qui permet de rester bien les dents dans la terre. Et donc toute la partie approvisionnement de ce qui est mécanique tube est dans la région, et la partie oxycoupage des pièces et découpe laser est faite sur Limoges. Il y a le montage qui se fait ici à Chauvigny, où là, c'est moi pour l'instant qui monte. Avec la collaboration de la Chambre de métier et de la région, on a donc déposé un brevet au niveau de la France. Et on a eu l'opportunité de déposer un brevet sur l'Europe. Donc depuis le départ de l'activité, j'ai eu la chance de trouver un premier client qui lui en a biné 470 hectares avec un résultat très bien. Et après ça, j'ai eu l'opportunité d'en vendre une sur Pau. Et donc la vente, ça a été réalisée. On l'a livrée au printemps et il en est très content. Et il y a quelqu'un de la région du Gers qui a été la voir. Et je pense que ça va peut-être faire une prochaine vente. Alors, Monsieur Coulot, vous avez eu un trophée l'année dernière. Aujourd'hui, où en est votre... Approchez-vous du pupitre pour pouvoir parler. Où en est votre projet? Merci, bonjour. Donc, j'ai eu un trophée l'an dernier. Donc, ce trophée, j'étais très content. Hein. Et donc, sur mon procédé, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré ça il y a 3 ans. Et j'avais une activité en mécanique de précision, en tournage-fraisage. Donc, j'ai un petit peu galéré pour essayer de développer mon produit. J'ai réussi. J'ai eu la chance d'être aidé, d'être bien aidé. Et donc, aujourd'hui, à partir du 30 septembre, je suis libre de tout. J'ai vendu mon entreprise et je me consacre à 100% sur ma bineuse. C'est le cas de dire. Donc, comme on parlait dans le film, j'avais des contacts avec le Gers. J'ai fait il y a 3 semaines une journée dans le Gers où on était 4 constructeurs de bineuses. Bon, j'ai pas peur et j'ai réalisé ma vente donc du Gers. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans. J'ai vendu la première il y a 2 ans et j'en ai vendu 4 cette année. Donc je démarre tout doucement. Et bravo. Et voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir. Donc, en 2015, c'est pas du mécano qu'on va primer, c'est une autre entreprise qui s'appelle Nextalim. Je vais appeler Jean-François Kleinfinger pour nous rejoindre sur scène. Nextalim, c'est en fait une entreprise qui a trouvé une solution assez intéressante pour éliminer les déchets et nourrir les animaux d'élevage avec des mouches. Et pour vous remettre le prix, je vais appeler Jean-François Macaire, Monsieur Coulot, donc vous allez remettre le prix évidemment, et Monsieur Jacques Barbier, s'il vous plaît. Merci. Auparavant, permettez-moi de vous remercier. Je voudrais juste faire monter mon équipe. Quand même, bien sûr. Sans eux, il n'y aurait pas de Nextalim. Sans eux, il n'y aurait pas d'entreprise. Je crois même que vous avez amené des mouches. On a amené des mouches, elles sont dans le stand, mais ce sont des jeunes gens brillants, formidables, motivés. Ils méritent d'être là. Qu'ils montent. Avancez-vous un peu. Pour les photographes, il faudrait que vous vous avanciez un tout petit peu. Vous pouvez les applaudir. Et il y a quoi dans la petite barquette là? Il y a des petites amies justement. Ça fait partie de l'équipe.
Il y a Hermesia illucens, qui est le nouveau meilleur ami de l'homme, donc qui est une mouche, en fait, ou la larve de ces mouches, et c'est la mouche magique qui transforme les déchets en or, on va dire, d'une part en engrais, d'autre part en protéines. C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. D'accord, merci. Pardon. Très bien. Alors, Monsieur Kleinfinger, moi je voulais vous poser une question. Je crois que vous venez du monde des logiciels, du business computing. Notamment, oui. Ouais, c'est ça, c'est des trucs un peu compliqués. Quelle mouche vous a piqué, vous, pour quitter cet univers-là et pour vous lancer dans cet élevage? Bon, d'abord, j'ai beaucoup été dans le monde de l'innovation jusqu'à présent, et à un moment de ma carrière, je me suis posé la question de savoir est-ce que je devais innover toujours dans le même domaine, hein, l'électronique et surtout le virtuel, big data, tout ça, ou est-ce que je voulais revenir dans le concret, et c'est cette direction que j'ai choisie, parce que j'avais envie d'apporter une réponse au fait qu'il y a des gens qui disent en France on ne peut pas, en France on ne peut plus avoir d'industrie, il n'y a plus d'industrie au niveau local, etc. Et moi je pense que ce n'est pas vrai. Et je pense que justement Poitou-Charentes démontre ça justement avec des gens qui sont mobilisés, motivés pour créer quelque chose dans leur région et qui sont avec les forces qu'ils ont à côté d'eux. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette mouche? Alors pourquoi la mouche maintenant? C'est que en fait je croyais que j'étais un bon citoyen, j'achetais du poisson d'élevage. Jusqu'au jour où j'ai appris que pour faire 1 kg de poisson d'élevage, il fallait 4 kg de poisson sauvage. Et là, on marche sur la tête. C'est-à-dire que, du coup, on est en train de dépeupler nos océans pour pouvoir manger des poissons d'élevage. Donc, dans le même film, il y a, c'était un film de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Home, et dans le même film, on voit qu'on élève des tas de cochons et d'autres animaux, et que ça fait tout un ensemble de nutriments qui coulent dans le sol, que nos déchets font des nutriments, et que du coup, on se retrouve avec trop de nutriments parce qu'on n'arrive pas à les transformer, qui vont dans l'eau, et ça fait des algues vertes. Et à ce moment-là, je me suis dit, on n'a qu'à trouver des insectes, puisque c'est leur rôle dans la nature. Prenons des insectes, ils vont manger ces nutriments, ils vont manger ces algues, et on va les donner à manger ces insectes aux poissons, puisque c'est ce qu'ils aiment manger normalement. Et au moment où j'ai choisi un projet, c'est ce que j'ai voulu mettre en œuvre. Alors les meilleures idées sont les plus simples, évidemment, et regarder ce qui se passe dans la nature, c'est souvent très, très enrichissant. Cependant, je pense que c'est pas si simple que ça à appliquer à un modèle aujourd'hui, un modèle forcément économique, puisque c'est une activité qui doit générer de l'argent. Oui, alors forcément, il faut que ça réponde à une demande marché, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Bon, les petits oiseaux, tout ça, c'est bien, mais il faut qu'on mange derrière. Donc, en fait, on a regardé à quel besoin ça pouvait répondre. Et en fait, il y a quand même deux problématiques majeures actuellement. Il y a une problématique de protéines, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, on mange de plus en plus et de produits de plus en plus protéinés. Donc, on va vers un stress sur les protéines. Il y en a de moins en moins de surface arable, on a pêché presque tous les poissons. Donc, il y a un moment où on va avoir un problème, et c'est la FAO qui le dit, hein, c'est pas moi, sur ces problématiques de protéines. Et de l'autre côté, on a plein de déchets. Un tiers de la nourriture qu'on produit n'est pas consommée et elle retourne à la terre. Et là, il y a des nutriments qui se perdent et de la valeur qui se perd. Donc l'idée, elle est simple, c'est de prendre des insectes pour faire ce lien naturel et de redonner de la valeur aux aliments qu'on n'a pas consommés. Mais est-ce que franchement, si j'élève des vaches, je peux leur demander à manger des mouches? Alors les vaches, peut-être pas, parce que naturellement, ça ne mange pas. Seulement, les poules? Les poules, bien sûr. Les poules, ça a toujours mangé des insectes. Les oiseaux, ça a toujours mangé des insectes. Et puis les poissons aussi, ça a toujours mangé des insectes. Rappelons-nous, quand on va à la pêche, qu'est-ce qu'on met au bout pour les appâter? On met des vers d'insectes, donc des larves d'insectes. Donc c'est un procédé qui est tout à fait naturel. Et nous, on a donc voulu faire de l'industrie avec ça, parce que pour que ça réponde à des problématiques avec des enjeux qui sont à la hauteur des enjeux dont je viens de parler, il faut qu'on soit capable d'avoir des capacités de production industrielles. Il faut qu'on soit capable d'apporter des solutions à des gens qui en ont besoin. Et ces gens, c'est qui? C'est d'un côté les gens qui ont des biodéchets, donc qui sont des gros producteurs au sens Grenelle 2, et ces gens-là, ils ont l'obligation maintenant de trouver des solutions de valoriser leurs biodéchets. Et donc aujourd'hui, les solutions qui existent, c'est le compostage, c'est la méthanisation, mais ça n'apporte pas toutes les solutions. Méthanisation, il y a plein d'avantages, mais par contre, il y a les digestats avec de l'azote qu'il faut épandre, il faut avoir les surfaces, etc. C'est pas toujours facile. Et puis derrière, ces digestats, ça peuvent être un problème. Et de l'autre côté, on a des gens qui cherchent des protéines. On a des fabricants d'aliments pour animaux qui cherchent à trouver autre chose que du soja qui vient du Brésil ou de la farine de poisson qui est de plus en plus difficile à trouver. Donc, en faisant digérer les biodéchets à nos insectes, on va produire des protéines qui vont permettre à des gens, localement, d'utiliser ça pour fabriquer de l'alimentation pour animaux. Et puis, qu'est-ce qui reste une fois que les insectes ont digéré les matières? Il reste
un substrat qui est en fait un engrais. Et donc, en fait, comme dans le cochon, dans la mouche, tout est bon. C'est-à-dire qu'on prend des déchets, les déchets sont mangés par les insectes laissent un substrat, cet substrat est un engrais, et l'insecte lui-même, il va servir à faire de l'alimentation. Alors, si je ne m'abuse, il vous reste quand même un tout petit combat à remporter. Aujourd'hui, si vous faites manger par vos larves de mouches des déchets, vous ne pouvez pas faire consommer vos mouches à des animaux qui vont être consommés par l'être humain, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors, évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans un paysage réglementaire. On n'a pas attendu qu'on arrive pour proposer d'élever des insectes pour faire de la réglementation. Et ces réglementations qui sont là pour nous protéger, il faut se rappeler ça quand même, elles n'ont pas été prévues pour l'insecte. Ainsi, il n'y a pas de différence réglementaire entre la larve d'un insecte et un bœuf ou un cochon. Donc, comme c'est un animal terrestre, j'ai le droit de lui donner à manger des choses que j'ai le droit de donner à manger à d'autres animaux terrestres. Donc, je n'ai pas le droit de donner des matières fécales, mais aussi des déchets de cuisine à un animal terrestre. C'est normal, on n'a pas envie que nos poules mangent ça, mais du coup, on ne peut pas donner ça à nos insectes. Et puis, nos insectes, on pourrait faire des protéines animales transformées, parce que rappelons-nous que la législation va permettre de donner des protéines animales transformées à nos poissons, et puis bientôt à nos poules. Et si on peut se poser des questions sur la légitimité de donner de la vache ou du cochon à de la poule, donner de l'insecte, ça serait tout à fait naturel. Je pense qu'on n'y verrait pas d'ennui. Le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut que les protéines animales soient produites dans des abattoirs homologués. Sauf qu'un abattoir, ça tue un vertébré. Hélas, nos insectes ne sont pas vertébrés. Donc ça tient à des petits détails comme ça, mais rassurez-vous, en fait, pour notre première unité, on a quand même des marchés qui sont déjà ouverts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation, elle nous permet d'utiliser des matières végétales et de produire des insectes pour le pet food. La réglementation, avec des dérogations, elle va nous permettre de donner le pet food étant les aliments pour animaux. Ouais. Absolument. La réglementation, elle va nous permettre d'utiliser des matières contenant des produits carnés, qu'on n'a pas le droit de donner à des animaux normalement, mais aux insectes, on aura le droit avec une dérogation. Pour faire quoi? Pour faire des produits chimiques. Parce que tout ce qui ne sera pas éligible pour l'alimentaire, en fait, quand je dis dans l'insecte tout est bon, c'est vrai, les graisses d'insectes, on peut faire des biodiesels avec, on peut faire des lubrifiants, les protéines d'insectes, on peut faire des colles, on peut faire des produits biosourcés, des plastiques biodégradables, des choses comme ça. Donc il y a toute une chimie derrière l'insecte qui va pouvoir se mettre en place pour la partie des aliments qui ne seront pas éligibles à la chaîne alimentaire. Juste un dernier petit mot, parce qu'on en parle, mais on la connaît toujours pas. Quelle mouche vous avez choisie? Alors on a regardé quels étaient les différents insectes qui étaient éligibles pour un élevage industriel, parce qu'on ne peut pas élever n'importe quoi. On a pensé à la mouche tsetse, mais on s'est dit que c'était un peu dangereux. Donc le moustique aussi, ça va être un peu ennuyeux. Mais justement, c'est le genre de critères qu'on a voulu regarder. On a cherché un animal d'élevage. On a cherché un animal donc, qui était à la fois sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une nuisance. Si on prend des coléoptères, ça peut être une nuisance. Le ver de farine, c'est bien, mais si jamais ça s'échappe, c'est pas terrible de les avoir dans son garde-manger. La mouche domestique, si ça s'échappe, tout le monde va être ennuyé de voir sa sieste ruinée. Et donc, on a choisi un insecte qui existait naturellement sur le territoire national et qui, en même temps, n'était pas une nuisance. Donc, on a trouvé la Black Soldier Fly. Et il se trouve qu'en même temps, en termes de sécurité, la Black Soldier Fly est très intéressante parce que, comme elle vit dans des milieux qui sont chargés, naturellement, elle a des capacités antibiotiques. Et au passage, ces capacités antibiotiques se transmettent aux animaux qui la mangent. Donc, du coup, quand vous avez ces insectes-là dans votre compost, et vous en avez certainement sans les avoir jamais remarqués, parce que c'est une mouche qui est très discrète, quand vous avez ça, vous avez un assainissement naturel des matières en putréfaction qui sont dans vos composteurs. Donc ça, c'était le premier critère, le critère de sécurité. Et puis ensuite, il y a le critère de productivité. Notre insecte est, comme je disais, plein de protéines et plein d'huile. Donc la qualité des protéines et des huiles est très intéressante. C'est un spectre d'acides aminés qui ressemble à celui des poissons. Donc ça veut dire que c'est un substitut acceptable pour les farines de poisson. Le spectre des acides gras est aussi très intéressant avec beaucoup d'acide laurique, avec pas mal d'applications, à la fois dans l'alimentaire et à la fois dans le domaine de la chimie. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, bien sûr. On va faire une petite photo. Ah d'accord, une petite photo. Avec monsieur, parce qu'on l'a pas fait. Mais lui, il n'a pas eu de prix, c'était l'année dernière qu'il avait un prix. Lui, il a été lauréat l'année dernière. Reposez le trophée, monsieur Macaire. Non, pas du tout, c'était le lauréat de l'année dernière. Et donc, on va passer au troisième trophée, qui est celui de la mutation sociale, écologique et solidaire. L'an dernier, sur cette scène, il y avait l'Atelier du Soleil et du Vent,
pour ses actions de sensibilisation à l'usage des systèmes d'économie d'énergie. Je vous propose de regarder un petit film. L'atelier du soleil et du vent a été créé il y a 5 ou 6 ans dans le but d'expliquer aux gens ce que c'est que l'énergie à tout le monde, donc c'est ce que soit particulier ou professionnel. Nos deux activités principales, c'est la formation et l'accompagnement de projets à la réalisation de projets d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie. Au tout début, on a été surtout connu pour tout ce qui est autonomie électrique. Donc on a fait des projets de construction d'éoliennes comme celle-ci, qui est très performante, qui fonctionne très bien, et de combiner avec du photovoltaïque pour faire de l'autonomie électrique. Donc c'était surtout pour des gens qui étaient éloignés du réseau, et donc du coup ça leur coûtait plus cher de se raccorder au réseau. Et après on a commencé à se diversifier, on travaillait sur le séchoir solaire, on a travaillé sur le biogaz, sur l'isolation des maisons, donc avec des contraintes différentes, c'est-à-dire avec des contraintes de coût de matériaux, de localité des matériaux, donc on s'attache vraiment à ce que les matériaux soient locaux, et après aussi que ces techniques soient facilement réalisables par quelqu'un qui n'est pas professionnel. On travaille 5 corps de métier différents. Donc le premier, c'est le travail du bois, par exemple pour faire de l'ossature bois, pour mettre une isolation autour d'une maison, pour travailler les pales d'éoliennes, pour fabriquer un séchoir solaire. Donc ça, c'est l'atelier bois. Après, on a un deuxième atelier qui est l'atelier métal. Donc là, par exemple, pour faire la nacelle de l'éolienne, pour faire des concentrateurs solaires comme ce que l'on a fait à l'université de Poitiers. Et après, le troisième atelier que l'on a, c'est l'atelier plomberie, donc pour faire tout ce qui est chauffage de la maison et chauffe-eau de la maison. Quatrième atelier, c'est l'atelier électricité, donc pour tout ce qui est autonomie électrique ou raccordement au réseau de nos matériels de production d'électricité. Et dernier atelier, c'est l'atelier maçonnerie de la terre. Parce que la terre est un matériau très adapté justement à l'autoconstruction, parce qu'il n'est pas cher, il se travaille à main nue. C'est un matériau qui sèche très lentement. Notre manière de faire, c'est vraiment que les gens s'approprient la notion d'énergie. Et donc nous, on pense que la problématique énergétique n'est pas forcément technique, mais elle est surtout sociale. Et que du coup, il faut que les gens comprennent ce que c'est que la notion d'énergie. Et donc c'est dans ce cadre-là que du coup, on a gagné le trophée de la croissance verte. Alors à quoi il nous a servi ce trophée? Il nous a permis déjà que l'on intéresse les locaux. Et après, on a une petite reconnaissance nationale, parce qu'en fait, nos formations ont des gens de la France entière, même d'Allemagne ou d'Espagne, viennent à nos formations. Donc ça a permis aussi d'avoir une visibilité plus nationale. L'année dernière, il y avait un autre lauréat de ce prix qui était l'Alterbative, une société créée pour accompagner les activités artisanales en éco-construction. Alors on va voir un petit film, et pendant que le petit film se déroule, je vais inviter Monsieur Leroy, je crois, d'Alterbative à nous rejoindre sur scène. Il va remettre le prochain prix. Coopérative d'activité et d'emploi dédiée à l'éco-construction. Donc l'idée, c'est d'accompagner des artisans éco-constructeurs à créer leur activité, à développer leur activité au sein d'une entreprise partagée, donc sous forme coopérative. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'entreprendre différemment. Donc il y a des coopératives d'activité et d'emploi bâtiments qui n'ont pas forcément une orientation écologique ou éco-construction. Nous, c'est vraiment une volonté. Voilà, on a un artisan, quand il rentre à la coopérative, il signe une charte d'éco-construction avec le respect de l'environnement, mais aussi de l'humain, et voilà, pas que sur les choix des matériaux, mais aussi beaucoup plus large. Et du coup, ça fédère un peu aussi un état d'esprit des entrepreneurs qui, du coup, pourront potentiellement travailler sur les mêmes chantiers avec une même sensibilité. Dans le métier de l'artisanat du bâtiment, souvent, c'est des entrepreneurs assez souvent seuls ou très petites entreprises. Et en éco-construction, vu que c'est des techniques un peu moins développées, ils sont aussi un peu disséminés, dispersés. Là, l'idée, c'est un peu aussi de pouvoir être plusieurs et peut-être porter une innovation écologique sur une méthode de construction. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé au niveau de la construction paille, par exemple, où des artisans sont fédérés autour d'un réseau national de constructeurs en paille. Et on peut aller porter un peu plus haut des techniques qui sont utilisées et qu'on peut faire avancer. Concrètement, nous, ça nous apporte au quotidien une sorte d'échange et d'entraide
entre nous et entre l'équipe d'appui, quoi. Donc ça change du parcours entre guillemets traditionnel où on est lâché dans la nature et à se perdre un petit peu dans tout ce qui est administratif sans vraiment savoir où on va, quoi. Ça permet d'avoir des avis, ça permet aussi d'avoir des conseils, ça permet aussi d'avoir des points de vue différents, de l'aide différente, et puis surtout ça permet sur des chantiers où ça va au-delà de nos compétences, de pouvoir justement mutualiser avec notre réseau, notre propre réseau d'entrepreneurs, de mutualiser nos savoirs pour pouvoir combler les lacunes qu'on peut avoir, puis satisfaire le client, quoi. Le problème que j'ai rencontré auparavant dans mon expérience professionnelle antérieure, c'est que je me suis rendu compte très vite que je n'étais pas spécialement un gestionnaire, en tout cas que ça me prenait beaucoup de temps et que du coup j'avais un manque à gagner au niveau de la production. Et le fait que cet aspect professionnel soit pris en charge par la coopérative, pour moi, c'est vraiment un apport important. Et donc, le lauréat... Ah non, avant, je voulais vous poser quelques questions quand même, Monsieur Leroy. Pardon, excusez-moi. Vous en êtes où de votre projet ? Eh ben, du coup, ça fait 1 an. On fait l'inauguration d'ailleurs dans 15 jours. Notamment Monsieur Macaire est invité. Ça fait 1 an et du coup, on était heureux d'avoir ce prix. Au démarrage, c'était une reconnaissance alors qu'on était juste en création. Donc, c'était vraiment pour de coup de pouce sur la création d'une activité. Donc ça, c'était vraiment une reconnaissance là-dessus. Et donc, au bout d'1 an, il y a 9 entrepreneurs qui sont accompagnés, dont un qui est passé en salariat, puisque, alors, je ne sais pas si vous avez tout compris du modèle des coopératives d'activité et d'emploi. Donc, on a un stand, si vous voulez venir voir, on pourra vous expliquer, ou via le site internet. Mais du coup, ils ont un statut au départ test, pour tester leur activité, voir s'ils peuvent créer assez de chiffre d'affaires pour ensuite, après, devenir salarié de la coopérative. D'accord. Donc, le trophée vous a aidé. Ouais, ça nous a aidé. Moi, je l'ai surtout, on l'a vu en tout cas comme une sorte de reconnaissance d'une petite structure. Voilà, nous, on ne va pas exporter à l'international des choses. En tout cas, on essaye de créer des emplois en Poitou-Charentes, à l'échelle régionale, et des artisans qui vont travailler sur des petits chantiers. On ne va pas être sur des trucs énormes, mais en se mutualisant, peut-être on pourra répondre à quelques gros chantiers. Merci. Donc, restez avec nous parce que vous allez remettre le prix au lauréat 2015. Le lauréat 2015, c'est une société qui s'appelle Lumo, qui est basée à La Rochelle, et j'appelle Marie-Véronique Gauduchon qui la représente. Et pour remettre le prix, j'ai invité Jean-François Macaire, donc Monsieur Leroy, et Joël Mazet, s'il est là. C'est plus court par là, mais peu importe. Un peu plus sur la droite, voilà. Voilà, donc c'est le moment. Alors la société Lumo, c'est une société qui réfléchit à des problématiques de financement de projets écologiques. Et on va, dès que les photos sont finies, on va demander donc à Marie-Véronique Gauduchon de nous expliquer. Je vais m'approcher du micro, parce que j'ai pas une voix suffisamment... Donc Lumo a été fondé en mars 2012, si je me rappelle bien. Donc vous êtes à La Rochelle, et donc votre activité, c'est pas du crowdfunding, mais on n'en est pas loin. C'est de l'épargne un peu... En fait, c'est du crowdfunding, mais sous forme d'épargne. Donc les citoyens financent les projets d'énergie renouvelable, des projets de transition énergétique, pour l'instant essentiellement des projets d'énergie renouvelable, mais c'est un placement, c'est une épargne, donc ils récupèrent leur capital avec une rémunération. Donc, alors, comment ça se passe ? C'est-à-dire que c'est par le biais d'un site internet, comment ça fonctionne ? Le point commun avec les plateformes de crowdfunding, c'est la plateforme internet, c'est le fait que ce soit accessible à tous. Chacun aujourd'hui peut investir dans des projets d'énergie renouvelable à partir de 25 €. Donc, dès qu'on a une petite capacité d'épargne, il est possible aujourd'hui de soutenir le développement des énergies renouvelables sur le territoire. On a beaucoup parlé de la COP tout à l'heure, et de se dire qu'aujourd'hui, grâce au financement participatif, chacun peut participer à la solution, à côté de chez lui ou plus loin, et moins contribuer au problème d'une certaine façon. Alors, n'importe quel projet, éco-projet, on va dire, peut prétendre à utiliser les services de Lumo, ou comment ça se passe ? Il y a une sélection ? Il y a une sélection des projets, avant tout à travers, je dirais,
premièrement la transparence, parce que si vous voulez permettre aux citoyens d'investir dans vos projets, il faut que vous soyez prêts à être complètement transparents et sur la technologie et sur le business plan, puisque les citoyens deviennent des obligataires de vos projets. Donc ils ont le même accès à l'information que des actionnaires, même s'ils n'ont pas la capacité de décision comme les actionnaires, ils doivent être tenus informés autant que des actionnaires. Donc ça oblige le porteur de projet à faire des comptes rendus réguliers de son activité. Une fois par an, mais surtout au moment de l'investissement, il y a une complète transparence sur les technologies employées, sur le business plan. On sélectionne ensuite des projets sur leur ancrage territorial et leur intérêt général. C'est-à-dire qu'on est sur des projets qui sont soutenus par les collectivités locales, même si la collectivité locale n'est pas partie prenante d'un point de vue juridique ou financier. Là, j'ai un exemple, un projet éolien pour lequel ce sont les élus, la commune et la communauté de communes qui ont demandé aux porteurs de projets d'ajouter, je dirais, dans leur démarche une dimension financement participatif. Et là, dans ce sens-là, les élus sont prescripteurs. Alors, ce qui est intéressant quand même dans votre façon de concevoir les choses, c'est que c'est pas comme du financement participatif. C'est-à-dire qu'en fait, les projets que vous présentez sont des projets qui sont de toute façon financés et l'épargne reçue va permettre de diminuer, par exemple, l'emprunt bancaire ou ce genre de choses. Notre premier souci, c'était de construire un produit d'épargne alternatif, donc d'être sur une dimension relativement sécurisée. C'est pour ça que tous les projets qu'on a financés, la première entrée dans le produit Lumo, c'est des projets qui sont de toute façon financés. Donc le porteur de projet apporte des fonds propres et la banque apporte de la dette. On a deux façons d'intervenir, soit en substitution de la dette, soit en substitution des fonds propres. Et là, ça va dépendre des porteurs de projets et des conditions auxquelles les banques prêtent. Mais dans les deux cas, on se substitue à de l'argent qui va vers le financement des énergies renouvelables. Donc, on augmente l'enveloppe globale. Si on se substitue à la dette bancaire, le banquier, au lieu de financer 4 projets, il va en financer 5. Et si on substitue aux fonds propres, le porteur de projet, au lieu de financer une installation, il pourra en financer 2 à terme. Donc on augmente le fonds de roulement financier pour les énergies renouvelables. Et du coup, on élimine le risque qu'on trouve parfois sur les sites de financement participatif de participer à un projet, mais comme on n'atteint pas un certain niveau de financement, le projet ne se fait pas. Là, le projet, il se fait. Notre souhait, c'était de ne pas... C'est déjà difficile de développer des projets d'énergie renouvelable en France, donc on a choisi un montage qui ne mette pas en risque les projets. Donc voilà. Et donc, mais il faut se dire que ce projet-là se ferait même sans le financement participatif. Par contre, si le financement participatif atteint ses objectifs, on fera plus de projets et plus vite. Bien sûr. Alors, vous parlez d'obligation, d'épargne. Donc là, je me mets dans la peau de l'épargnant. Moi, quand j'épargne de l'argent, c'est que derrière, normalement, j'en gagne un petit peu. Quel est le rendement? Quelle est la durée d'immobilisation du capital? Alors, sur les premiers projets, excusez-moi, on était en substitution de la dette bancaire, donc on était sur des durées longues. Aujourd'hui, les banques, sur les projets éoliens ou les projets solaires, elles prêtent à 15 ans. Et à l'époque, on était sur des taux, les projets qu'on a mis en début de l'année, on était à 3,10. Donc 3,10 sur 15 ans. On se rend compte qu'aujourd'hui, même si c'est plus rémunérateur qu'un livret A, c'est beaucoup moins liquide. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec les partenaires. Lorsque la rentabilité économique des projets le permet, on essaie de raccourcir les durées, donc d'être sur des durées plus proches de 10 ans que de 15 ans. Et la rémunération, lorsqu'on est en substitution, lorsqu'on est en dette junior, donc là, le projet dont je vous parlais, la banque accordait la parité de rang. Donc les citoyens avaient le même niveau de remboursement que la banque, les mêmes garanties, en simplifiant un petit peu. Sur des projets où les citoyens sont en dette junior, là, on demande aux partenaires de bonifier le taux. Donc, on a des taux qui sont compris aujourd'hui entre 3% quand on est en calqué sur les conditions bancaires, jusqu'à 5% pour l'instant sur les projets bonifiés. Donc, ça peut être intéressant. Juste une petite question. L'UMO, ce n'est pas une entreprise philanthropique. Comment vous financez-vous? Comment l'UMO vit? Alors, on est parti du principe qu'on était porteur de solutions à la fois pour les citoyens qui cherchent à donner du sens à leur argent, à investir en circuit court. Ce qu'on n'a pas dit précisément, c'est que ce sont des obligations qui sont émises par la société de projet. Donc, le citoyen investit vraiment directement dans le projet. Donc, nous sommes un petit peu rémunérés par les épargnants parce qu'on leur propose un produit financier aujourd'hui qui n'est pas accessible ailleurs. Et on est également rémunéré par le porteur de projet parce qu'on lui apporte l'outil Internet, l'outil informatique qui permet de gérer tous ces petits montants et surtout l'agrément de conseiller en investissement participatif qui permet de faire de l'appel public à l'épargne via la plateforme. Bien, très bien.
Donc l'UMO, ça existe, il suffit d'aller sur votre site internet pour pouvoir aider à financer des projets écologiques. Voilà. Et Merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on a également il y a le stand, évidemment, dans le village énergie il faut en renouvelable. profiter. Et on a 2 projets aujourd'hui qui sont tous les 2 en Poitou-Charentes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Allez, on arrive au coup de cœur. Le coup de cœur. Alors en 2014, le coup de cœur du jury, ça avait été une structure qui s'appelle la Mie de Pain, des fours et des moulins d'ici et d'ailleurs, qui est un organisme de sauvegarde du patrimoine. Je vous propose de revoir une petite vidéo. Notre association, elle a 2 axes. C'est la défense du patrimoine, mais patrimoine qui est restreint, c'est déjà large, mais autour du pain, des fours et des moulins. Le deuxième axe, c'est la solidarité internationale. Et c'est un peu en concordance aussi avec notre premier thème du pain et de l'alimentation, puisque là, on est sur le soulagement du travail des femmes, notamment au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal, dans un village qui s'appelle Cœur Saher. Et le but étant de les aider à économiser le bois de cuisson, qui pour elles est une corvée aussi pour le ramassage du bois et pose aussi de sérieux problèmes pour la déforestation de la zone arborée au Sénégal, au Sahel et partout dans le monde d'ailleurs. Alors donc là on est sur un projet de prototype de moteur solaire thermique. Donc les rayons incidents vont venir frapper la parabole et venir se réfléchir sur le tube qui est ici, qui est placé à un endroit très précis qui s'appelle la focale. Et c'est donc que tous les rayons, en se concentrant ici, vont rassembler la chaleur, si je puis dire, du soleil. Et donc le fluide qui est à l'intérieur va monter en température. Elle va venir échanger sa chaleur avec cette masse d'eau qu'il y a dans cet ancien aquarium. Et donc cette chaleur, on va l'utiliser, nous, pour l'amener autour d'un des cylindres. Et la chaleur va se transmettre à l'air qui se trouve à l'intérieur du cylindre, au-dessus du piston. Et elle va pousser le piston. Donc en poussant le piston, elle crée le mouvement de mécanique et de rotation du moteur. Donc là, en fait, on a la réplique du moteur Stirling et qui colle tout à fait avec le fonctionnement de notre moteur. Et donc, vous voyez, ça fonctionne simplement avec une petite bougie. Nous, le but, c'est on n'est pas des commerçants. Le but, nous, c'est de fabriquer un système qui puisse être réalisable aussi en Afrique avec les moyens du bord là-bas. Et on peut aussi y mettre un alternateur pour donc fournir de l'énergie électrique, pour recharger des batteries, pour l'éclairage, pour alimenter des ordinateurs, que sais-je encore, quoi. Et le lauréat 2015, c'est la société ASF International, représentée par Xavier Defontaine et Nicolas Simon, qui je crois est ici présent. Vous pouvez les applaudir pour remettre le prix. J'invite le président de région, M. Jean-François Macaire, Monsieur Doré et Monsieur Barbier, si vous voulez. Puis il y a Joël Averland aussi du conseil régional. Voilà. Ah bah je vois que vous êtes venus équipés, c'est parfait. C'est bon? Alors, Monsieur Defontaine, Monsieur Simon, le pupitre est à vous. Qu'est-ce que c'est que cette chose que vous nous avez amenée? Il y a marqué Ecoya dessus, alors c'est pour ça que vous êtes primé. Ecoya, c'est quoi? Alors, Ecoya, c'est
une synergie d'huile essentielle qui sert à neutraliser les odeurs désagréables. D'accord. En pulvérisant le produit dans l'atmosphère, on arrive à neutraliser toutes les odeurs désagréables, quelle que soit l'origine de cette odeur. Alors, des neutralisants d'odeur, ça existe. Enfin, on voit de la pub pour des produits dont je ne citerai pas les marques, parce que je ne suis pas là pour leur faire la publicité. Qu'est-ce que votre produit a de différent ? Alors, la différence, c'est que c'est un produit, étant donné qu'il est formulé à partir d'huile essentielle, il est classé produit, je vais dire, naturel, biologique, et en plus, il est très prochainement, il sera écolabellisé par le pôle des éco-industries de Poitou-Charentes. Alors, Monsieur De Fontaine va peut-être nous expliquer tout à l'heure ce que c'est que l'écolabellisation. Vous, Monsieur Simon, vous êtes l'inventeur de ce produit ? On va dire ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques années déjà, j'ai formulé plusieurs assemblages d'huile essentielle pour leurs principes actifs bien spécifiques et selon le mode d'utilisation, que ce soit d'utiliser le produit en aérien ou par contact, c'est-à-dire par pulvérisation sur des surfaces poreuses, voire sur du textile, pour neutraliser des odeurs désagréables mais qui ont été imprégnées. Les formules forcément varient et on prend uniquement des huiles essentielles dont les principes actifs peuvent détruire les liaisons moléculaires, donc des odeurs désagréables. Alors, comme les cuisiniers, j'imagine que vous ne livrez pas vos recettes comme ça, donc je ne vais pas vous demander quelles sont vos huiles, elles doivent être protégées, mais j'ai entendu récemment que les huiles essentielles, ce n'était pas si bon pour la santé. Vous avez entendu cela où ? Il y a eu quelques articles. Non, il faut faire attention. C'est vrai que les huiles essentielles... Bon, l'huile essentielle est une matière quand même très active et on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. C'est-à-dire que en présence de jeunes enfants, par exemple, on essaiera de l'éviter. On va plutôt pulvériser dans l'espace où l'enfant devra séjourner, de pulvériser hors sa présence. Après, il peut réintégrer cette pièce après un quart d'heure, 20 minutes, sans aucun inconvénient. Quand on parle de danger d'huile essentielle, vous avez probablement entendu des émissions dans le cadre de l'aromathérapie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. Il faut savoir les doser correctement. Il faut savoir que certaines personnes, comme les femmes enceintes, les très jeunes enfants, les femmes allaitantes, ne peuvent pas utiliser par contact cutané, voire par ingestion, des huiles essentielles, sauf avis du médecin. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ces problématiques se posent pour votre produit ? Non, absolument pas, parce que ce produit n'est que ressenti par l'organisme que par l'olfaction. Donc, on pulvérise. Bon, il faut pas. Si vous le pulvérisez dans votre nez, c'est sûr que vous risquez d'éternuer et d'avoir quelques petits désagréments. Mais pulvériser en atmosphère, il n'y a absolument aucun problème. De plus, ce qui est important, c'est que c'est un des produits qui est toléré par des personnes souffrant d'asthme. D'accord. Alors, je vais donner un peu la parole à Monsieur De Fontaine, parce que vous parliez tout à l'heure. D'abord, il va nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, parce qu'au départ, il n'avait pas du tout prévu de vendre des neutralisants d'odeur. Et ensuite, vous allez essayer de nous raconter ce que c'est que l'éco-labellisation. Alors d'abord, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Par accident, entre parenthèses. Moi, je distribue des produits pour hôtels depuis 14 ans. Et j'ai un client en Belgique qui m'avait parlé de Monsieur Simon, qui cherchait des distributeurs en France. Donc, dans les années 2004, j'ai rencontré Monsieur Simon. On a commencé à travailler ensemble. En 2010, on a fait un salon ensemble où on a appris à se connaître. Et en 2011, Monsieur Simon, voyant que les années passaient et qu'il risquait de perdre un jour, enfin que ses formules risquaient de passer dans les oubliettes un jour, m'a proposé de reprendre de reprendre la production. Et j'ai pas tout de suite accepté parce que je savais pertinemment que ce produit était propre. Ce que je ne savais pas, c'était comment l'éco-labelliser, en effet. Et j'ai eu la chance, grâce au pôle des éco-industries et en rencontrant M. Seguin, lui présentant le projet, de m'entendre dire, mais nous, on est capable de vous faire un écolabel. C'est quoi un écolabel ? Alors, un écolabel, donc c'est, j'ai envie de dire, une règle du jeu qui est mise en place par rapport à la production, par rapport au développement du produit, par rapport à tout un tas d'éléments. Un vrai écolabel européen, c'est quelque chose qui est rédigé au niveau Europe. Et malheureusement,
ou heureusement, on peut le voir dans les deux sens, pour ce genre de produit, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc on a pris la décision avec M. Barbier et M. Seguin de créer une autodéclaration, comme Renault a fait Eco2, qui est aussi une autodéclaration, c'est-à-dire que c'est le pôle des éco-industries qui va nous rédiger un écolabel qu'ASF va respecter pour la production et le développement de ses formulations et de son produit. Cet écolabel, après, que vous pouvez afficher sur les contenants, et qui est un argument commercial, j'imagine. C'est un argument très important commercialement parlant, puisque aujourd'hui tout le monde en parle. Et le problème, c'est qu'on a beau dire que le produit est écolabel, les gens demandent évidemment une preuve visuelle, soit un document, soit un logo, soit quelque chose. Donc la seule manière, c'était de déclencher cette démarche. Et elle risque d'aboutir quand on espère fortement en 2016, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on travaille sur le projet. Ça fait 2 ans que Damien travaille sur les recherches diverses et variées. Pendant ces 3 années, on a, nous, avec M. Simon, travaillé sur tout l'aspect organisation structurelle et autres. Là, aujourd'hui, l'aspect financier se rapproche très fortement, puisque mi-décembre, on devrait rencontrer les business angels qui vont nous financer une partie du projet. Et aujourd'hui, pour le salon, nous avons... vous avez l'honneur de découvrir les étiquettes de toute la gamme, puisque qui dit changement écolabellisation, on partait du principe qu'il fallait changer le nom, qu'il fallait tout mettre à plat et repartir sur quelque chose de neuf. Et en attendant 2016 et l'écolabel, vous pourrez toujours mettre un sticker comme quoi vous avez eu le trophée Exactement. Coup de cœur de la croissance verte, du salon de la croissance verte 2015. Merci, pour ce soutien. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Je pense que je vais peut-être demander aux autres lauréats de monter sur scène de façon à ce que les photographes qui veulent puissent faire une photo de groupe. Et puis après, je vous invite à aller visiter leur stand à chacun. Et je crois que sur le stand ASF, il y a des petits échantillons. Le numéro 101, me dit Monsieur Simon, où il y a des échantillons, donc vous pourrez tester l'efficacité du produit. Avancez-vous. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée au Salon de la Croissance Verte. Merci, au revoir.